Si ça vous convient, on va commencer par un talk de 12 minutes. Avec mon taux horaire de 300 €, ça nous fait du 90 € chacun. Le tout pour entamer sereinement une procédure qui va durer à peu près 10 ans. Oui, j'ai une confession à vous faire. Je suis avocat. Oui, je sais ce que vous dites, hein. J'étais bien à mon talk, les speakers étaient inspirants, le thème était exaltant, et là, monsieur l'avocat, maître, vient nous parler de droit. Oui. Mais en fait, le droit, c'est juste notre quotidien. C'est vrai, on vit dans une matière première invisible qui s'appelle la norme. On mange de la norme, on respire de la norme, et on accepte même qu'une administration que l'on ne connaît pas nous juge sur le respect de cette norme. Et pendant très longtemps, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi j'accepte de me plier à cette autorité? Pourquoi j'accepte que cette administration puisse me priver de ma liberté? Une des réponses, du moins, ma réponse, c'est la justice. C'est parce que je sais que peu importe d'où je viens, je pourrai défendre mes droits. C'est parce que je sais que l'application du droit sera le même pour tous. Donc vous voyez, la justice n'est pas simplement le cérémonial, les robes noires, voire parfois tendance sang dalmatien, Jacques dit, debout, assis, en prison. Non. C'est bien plus que ça. La justice, c'est le lien de confiance qui unit les citoyens à l'État. Et pourtant, j'habite Paris et j'ai vu, pendant plusieurs semaines, une colère s'exprimer. J'ai vu des voitures brûlées et je ne peux malheureusement que constater que ce lien de confiance est aujourd'hui abîmé. Et ça m'amène naturellement à me demander si nous, les avocats, les magistrats, la justice, n'avons pas une part de responsabilité dans ce qui se passe. Quand j'ai prêté serment il y a 1 an, j'ai juré d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. L'humanité. Est-ce que ce n'est pas l'humanité que vous attendez de la justice? Une justice qui ne soit pas que punitive, mais qui t'aide véritablement à te réinsérer? Une justice qui s'attache à ta situation individuelle et qui est capable aussi de t'accompagner, de te rassurer. Pourtant, je dois malheureusement admettre que c'est bien l'humanité que j'ai eu du mal à retrouver quand j'ai intégré la profession d'avocat. J'ai vu des avocats préférant pondre des pages juridico-juridiques de 150 pages pour protéger leurs responsabilités plutôt que de véritablement conseiller le client. J'ai vu des magistrats jugés à la chaîne, voire parfois avec un biais politique. Et j'ai vu des justiciables préférant renoncer à leurs droits plutôt que d'aller voir un avocat. Où est l'humanité? Mais en 2018, j'ai eu un déclic qui a complètement changé ma manière de concevoir le droit, la relation client. Vous savez, à cette époque-là, on commençait à parler de blockchain, d'IA dans plein de domaines. Bon, en vrai, j'y comprenais pas grand-chose. Mais j'ai eu la chance de développer pour le ministère de la Justice une plateforme permettant d'aider les délinquants condamnés à se réinsérer par le travail d'intérêt général. Vous savez, c'est toutes ces peines alternatives aux peines d'emprisonnement, ces peines qui vous déshumanisent quelqu'un. Et en France, on sait très bien que les prisons sont surchargées, coûteuses, mais il y a seulement 6% de peines de travaux d'intérêt généraux qui sont prononcées, alors que le taux de récidive est nettement plus faible. Mais pourquoi? Déjà, la première chose qu'on a constatée, c'est qu'il y avait un véritable problème d'adéquation entre les peines qui sont prononcées et le profil de la personne qui est condamnée. Concrètement, aujourd'hui, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se heurte à la recherche fastidieuse d'un poste de tige disponible qui n'est pas vraiment adapté au profil de la personne condamnée, et parfois, ça peut durer quelques mois, 5, 6 mois, pour trouver une peine de travail d'intérêt général, ce qui perd manifestement tout son intérêt. Et donc, on a créé un système de matching permettant de mettre en relation le profil de la personne condamnée avec son expérience, ses compétences, son projet professionnel et la peine qui lui sera le plus adaptée pour le réinsérer dans la société. Ensuite, on s'est rendu compte que le faible taux de tige venait du fait que les magistrats étaient assez réticents
à prononcer des peines de travaux d'intérêt généraux parce qu'il n'avait pas de réel suivi sur l'exécution de la peine de tige dans l'entreprise. Et pour cause, il n'y avait aucun outil. Et donc, on a créé un tableau de bord permettant de suivre en temps réel les accomplissements du tigiste dans l'entreprise, les éventuels manquements aussi, et lui donner à l'issue un certificat de compétence permettant de l'aider à retrouver un emploi. De cette expérience, j'ai compris une chose, c'est que les legal tech, c'est-à-dire toutes les nouvelles technologies dans le domaine juridique, peuvent profondément réhumaniser la justice. Et donc là, j'ai commencé ma mue. J'ai arrêté de me prendre pour le Captain America du droit qui brandit sa robe tel un justicier, et j'ai commencé à regarder le justiciable. Vous savez, c'est cette race étrange qui vient nous voir quand elles ont des problèmes juridiques. Bon, concrètement, c'est vous. Et il s'avère que vous avez ce qu'on appelle des besoins, et qu'en fait, vous n'attendez pas forcément qu'on vous sorte notre science divine légale, mais qu'on réponde à vos besoins. Et là, vous m'avez dit, maître, oui, c'est toujours bon pour l'ego, on veut une réponse rapide. Allez, adjugez. Mais maître, on veut aussi du qualitatif et de l'individuel. Pourquoi pas? Mais maître, on veut aussi un honoraire forfaitaire, transparent et moins cher. Merde. Et là, je me suis demandé finalement comment, à partir des nouvelles technologies, je pouvais répondre le plus efficacement possible aux besoins des clients. Et donc, d'abord, première chose que j'ai constatée, c'est que dans mon cabinet, il y avait beaucoup de tâches qui étaient répétitives, fastidieuses, chronophages. On passait beaucoup de temps à faire les mêmes contrats, les mêmes recherches. Et donc, j'ai robotisé tous les contrats dans mon cabinet, tous les documents juridiques, qui fait que lorsqu'un client vient me voir, en quelques minutes, je peux lui produire son document. J'ai drastiquement diminué mes temps de production. Alors oui, vous vous dites certainement que cette démarche est plus industrielle qu'individuelle, mais je dirais qu'au contraire, c'est cette approche industrielle qui permet de faire de l'individuel. Parce que tout ce temps que j'ai gagné, en fait, je l'ai remis dans le client, pour l'accompagner, pour le rassurer, pour lui expliquer les différentes étapes de la procédure. Mais finalement, ce n'est pas ça que vous attendez d'un avocat, qu'on vous dise d'où vous venez et où vous allez. Mais les legal tech, ça va beaucoup plus loin. Si je vous disais qu'une intelligence artificielle pourra anticiper l'issue d'une décision de justice, si je vous disais qu'un algorithme pourra, en fonction des circonstances de l'espèce, du fait, déterminer quel sera le jugement rendu par le juge. C'est pas demain, c'est pas après-demain non plus. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui font ce qu'on appelle de l'analyse statistique des décisions de justice, ou vulgairement parlant, de la justice prédictive. Et concrètement, en fait, sur le même principe que les prévisions météorologiques, ils arrivent à déterminer en fonction des différents éléments des faits quels seront les pourcentages de chance ou de malchance d'être condamné. C'est aujourd'hui. Concrètement, vous pouvez vous dire légitimement que cette justice paraît froide, impersonnelle, et que demain on sera jugé par des robots. Je ne le pense pas. Du moins, mon expérience m'amène à penser le contraire. En effet, dire qu'aujourd'hui la justice est la même pour tous relève d'une immense hypocrisie. À titre personnel, j'exerce en droit du travail et je vois très bien qu'en fonction des juridictions, qu'on soit à Paris, Versailles, Nanterre, Lyon ou Orléans, le jugement dans une même affaire peut être complètement différent. Il y a des conseils de prud'homme qui sont pro-employeurs, d'autres pro-salariés. C'est une profonde inégalité. Et la justice prédictive permet d'apporter de la transparence dans ce processus et de garantir surtout l'égal accès du droit pour tous. Mais si l'utilisation des nouvelles technologies a été plutôt bien reçue par mes clients, ça n'a pas été exactement la même chose de la part de mes confrères. Il faut imaginer qu'on ait une profession ordinale, historique, traditionnelle, old-fashioned, et imaginez la réaction de ces avocats installés quand une bande de petits branleurs sont arrivés et ont dit « on veut mettre plus d'horizontalité dans les cabinets d'avocats, rendre le droit accessible et utiliser les nouvelles technologies ». On était des terroristes. On était les braconniers du droit qui voulaient détruire toutes les vertus, dignités, tout l'honneur de la profession d'avocat. Il faut imaginer que mon premier jour à l'école d'avocat, un vieux bâtonnier bedonnant m'a dit « Monsieur Sauzet, vous déshonorez la profession ».
quelques semaines après, je vais à Nantes pour parler des Legal Tech, et un avocat se lève, tiens, le Benalla du droit est arrivé. Bon, déjà, monsieur, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Et donc finalement, on se retrouvait aujourd'hui dans une situation où il y avait deux types de population. Des avocats installés, qui ont une culture assez traditionnelle, et de l'argent, et des jeunes avocats qui ont une volonté de rendre le droit plus accessible, d'utiliser les nouvelles technologies, mais qui n'ont ni l'argent ni la formation. Et donc, avec mes amis, Julie, Mathieu, on a pris conscience finalement que cette transformation digitale était inéluctable, car elle correspondait à une évolution finalement des besoins des clients. C'est un phénomène quelque peu anthropologique. Et donc, on s'est rassemblés et on a créé la première association des jeunes professionnels de la Legal Tech. À partir de ça, on a pris notre bâton de pèlerin, nous aussi, et on est allé dans les universités, dans les écoles d'avocats, dans les écoles de commerce, dans les barreaux, pour sensibiliser les professionnels aux problématiques de transformation digitale. Parce que finalement, aujourd'hui, je continue cette démarche à titre personnel par mon activité en accompagnant les avocats qui, eux, sont installés sur leur transformation. Parce qu'à titre personnel, je suis convaincu que cette transformation digitale doit émaner des avocats et être faite par les avocats, pour les avocats. Notre profession est belle. Nous sommes les seuls aujourd'hui à porter des principes déontologiques qui sont le dévouement à l'égard de nos clients, le secret professionnel, la loyauté, l'humanité. Mais nous sommes la seule profession à porter ces valeurs. Mais notre profession est aujourd'hui menacée. Menacée parce que d'autres acteurs privés arrivent sur notre marché. Menacée parce que nos modes de fonctionnement ne correspondent plus aujourd'hui véritablement aux besoins des clients, des justiciables. Donc, notre profession doit évoluer, et évoluer de l'intérieur. Si tous les problèmes de la justice ne peuvent pas être résolus en une journée, j'en conviens, ça amène une réflexion beaucoup plus globale sur la question des peines pénales, de la justice et de manière générale aussi des normes sur le territoire. La Legal Tech est aujourd'hui une solution qui est à notre portée, qui est efficace pour rendre le droit et la justice beaucoup plus lisibles, beaucoup plus accessibles, beaucoup plus humains. Comme toute bonne plaidoirie se termine par des demandes, je vous demande de bien vouloir constater que la profession d'avocat a évolué et de bien vouloir écarter vos clichés. Merci.